Émilie s'est moquée de moi devant ses amis, affirmant qu'elle ne sortirait jamais avec moi. J'ai souri et lui ai promis que c'était la dernière fois qu'elle me voyait. Le soir même, le SMS glaçant de sa meilleure amie a tout changé. J'ai 30 ans. Je suis consultant en informatique, je gagne correctement ma vie, je me maintiens en forme, et j'ai toujours été du genre à ne pas me mêler des affaires des autres. Je ne suis pas la personne la plus bruyante d'une pièce, mais je ne suis pas invisible pour autant. Je pensais savoir ce que je voulais, une relation stable, une personne sincère, peut-être, à terme, une famille. Je croyais avoir trouvé tout cela avec Émilie. Nous sortions ensemble depuis 8 mois. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un barbecue sur un toit-terrasse l'été dernier. Elle avait 27 ans, travaillait dans le marketing, et avait ce rire communicatif qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. Elle était belle, certes, mais ce n'était pas que cela. Elle semblait gentille. Elle semblait vraie. Nous avons vite accroché, conversation tard dans la nuit, escapade le week-end, rencontre avec nos amis respectifs. Je l'ai présentée à mes parents après 4 mois. Ma mère l'adorait. Mon père a dit qu'elle dégageait une bonne énergie. Je tombais éperdument amoureux, mais il y avait des signes, de petites choses, que j'ai ignorées. Elle consultait constamment son téléphone quand nous étions ensemble, puis riait en disant que c'était juste le travail ou ses amis qui faisaient leur crise. Elle annulait parfois des plans à la dernière minute, toujours avec une excuse plausible. Son humeur changeait de façon inattendue, chaleureuse et affectueuse un jour, distante et distraite le lendemain. Je me répétais que chaque relation connaissait des passages difficiles. Je me disais que j'étais en train de trop analyser. Il y a 3 semaines, tout a basculé. C'était un vendredi soir. Nous avions prévu de nous retrouver dans ce bar à vin branché du centre-ville que ses amis adoraient. J'y suis arrivé vers 20h, portant une chemise boutonnée dont elle avait dit un jour qu'elle faisait ressortir mes yeux. Je l'aperçus à une table d'angle avec 4 de ses amis, Chloé, Alix, Manon, et une personne que je ne reconnaissais pas. Elle riait déjà, les verres à moitié vides, avec cette énergie un peu éméchée qui rend tout plus amusant que cela ne devrait l'être. Je m'approchai avec un sourire. « Salut, désolé pour le léger retard. Le trafic était dingue. » Émilie leva les yeux vers moi, et pendant une fraction de seconde, son expression fut vide. Pas chaleureuse, pas accueillante, juste vide. Puis elle jeta un coup d'œil à ses amis, et Chloé ricana. « Oh, il est vraiment venu, » dit Chloé. Je ris, pensant à une blague. Bien sûr que je suis venu. Pourquoi ne le ferais-je pas? Émilie prit une longue gorgée de son vin. Puis elle posa son verre, me regarda droit dans les yeux et dit, honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu t'obstines autant. La table se tut. Puis Manon gloussa nerveusement. Qu'est-ce que tu veux dire, demandai-je. Émilie se pencha en arrière dans sa chaise, les bras croisés. Je veux dire, regarde-toi. Regarde-nous. Elle fit un geste englobant la table. Tu as vraiment cru que quelqu'un comme moi sortirait un jour sérieusement avec quelqu'un comme toi? Ses amis ne pouvaient s'empêcher de ricaner. Pas un rire fort et odieux, juste ces petits gloussements comme si elle partageait une blague interne dont je n'étais pas. Alix se couvrit la bouche. Chloé fixa son verre, un sourire narquois aux lèvres. Je suis resté là, debout, pendant ce qui me sembla une éternité. Ma poitrine se serra. Mon visage devint brûlant. Mais je ne criais pas. Je ne fis pas de scène. Je me contentais de sourire. Pas un sourire forcé, mais le genre que l'on affiche quand on comprend enfin quelque chose qu'on aurait dû anticiper. Bien, dis-je. C'est donc la dernière fois que tu auras à me voir. Je me retournai et partis. Sans regarder en arrière. Sans attendre de réponse. J'entendis Émilie dire quelque chose derrière moi, peut-être mon nom, mais je continuai de marcher. Je montai dans ma voiture, rentrai chez moi, et restai assis sur mon canapé dans le noir pendant 2 heures, rejouant toute la scène dans ma tête. Je ne pleurai pas tout de suite. J'étais trop engourdi, trop confus. 8 mois. J'avais rencontré sa famille. Je l'avais aidé à déménager. Je l'avais écouté pleurer à propos de son travail, de ses insécurités, de son passé. Et voilà comment ça se terminait. Devant ses amis, comme si j'étais la chute d'une blague qu'elle attendait de raconter. Vers minuit, mon téléphone vibra.
Un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Salut, c'est Alix, l'ami d'Émilie de ce soir. J'ai besoin de te parler. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Tu ne méritais pas ça. Je fixais le message. Alix, l'ami d'Émilie, celle qui était assise juste là. J'ai failli le supprimer, failli bloquer le numéro, mais quelque chose dans le ton semblait sincère. Je lui répondis, pourquoi m'envoies-tu un message? 3 points de suspension apparurent. Parce que qu'elle a fait était mal. Et il y a plus que tu devrais savoir. Pas pour te blesser davantage, mais parce que tu mérites la vérité. On peut en parler demain. Mes mains se glacèrent. Mise à jour 1. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de fixer le message d'Alix, le relisant encore et encore. Une partie de moi voulait l'ignorer, bloquer toutes les personnes liées à Émilie et passer à autre chose. Mais je ne pouvais pas. La phrase « Il y a plus que tu devrais savoir » résonnait dans ma tête. À 2 heures du matin, je finis par répondre « D'accord. Café à l'angle de la rue des Artistes et du boulevard des Capucines, demain midi. » Elle répondit instantanément « J'y serai. » Merci. Le lendemain fut surréaliste. J'ai accompli ma routine matinale en pilote automatique, douche, café, fixant mon téléphone, me demandant dans quoi je m'engageais. À 11h30, je me rendis au café. J'y arrivai en avance, commandai un café noir auquel je ne touchais pas, m'assis près de la fenêtre à regarder les gens passer, me demandant ce que je foutais là. À midi pile, Alix entra. Elle était différente de la veille. Pas de maquillage, les cheveux simplement attachés en queue de cheval, vêtue d'un jean et d'un pull. Elle avait l'air fatiguée. Elle commanda un thé au comptoir, puis s'assit en face de moi. « Merci d'être venu me voir », dit-elle doucement. Je ne dis rien, j'attendais juste. Elle prit une inspiration. « Écoute, je sais que tu ne veux probablement plus jamais entendre parler de nous. Je ne t'en veux pas. Ce qui s'est passé hier soir, j'y ai pensé toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. » « Pourquoi a-t-elle fait ça ?» demandai-je. Ma voix sortit plus plate que prévu. « Je ne sais pas », dit Alix. « J'ai des théories, mais je ne sais pas vraiment. Émilie est mon amie depuis 5 ans, et parfois je ne la comprends pas du tout. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit qu'il y avait plus que je devrais savoir ?» Alix baissa les yeux vers sa tasse. « Émilie traverse quelque chose. Je ne connais pas tous les détails parce qu'elle n'en parle pas, mais je sais qu'elle consulte un thérapeute. Quelque chose à propos de problèmes d'engagement, de schémas d'auto-sabotage. Chloé l'a mentionné il y a quelques semaines. Je sentis un nœud se former dans mon estomac. Alors, c'était quoi? Une sorte de test? Je ne crois pas. Je pense qu'elle a eu peur. Vous deveniez sérieux. Tu as rencontré ses parents. Elle m'a dit une fois que chaque fois que les choses deviennent réelles, elle trouve un moyen de les détruire avant qu'elle ne puisse la détruire. Alix leva les yeux vers moi. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait. Rien n'excuse ça. Mais je pensais que tu devais savoir que ce n'était pas à cause de toi. Ce n'était jamais à cause de toi. Cela me semblait plutôt personnel, dis-je. Je sais. Et je suis tellement désolé. J'aurais dû dire quelque chose hier soir. J'aurais dû prendre ta défense. Au lieu de cela, je suis resté là comme une lâche. Nous restâmes en silence un instant. « Pourquoi me dis-tu cela ?» demandai-je. « Parce que tu sembles être une bonne personne. Et j'ai vu Émilie détruire quelque chose de bien parce qu'elle a trop peur de se laisser être heureuse. Je l'ai vu le faire avant, mais jamais de manière aussi cruelle. Et j'ai réalisé que je l'ai encouragée en restant silencieuse, en riant avec elle, en prétendant que son comportement était juste Émilie étant Émilie. » Alix sortit son téléphone, hésita, puis le rangea. J'allais te montrer des messages, mais j'ai réalisé que ce n'était pas ma place. Cela ne ferait qu'ajouter du drame, plus de douleur. Ce que je peux te dire, c'est ceci, Émilie a envoyé un message au groupe de discussion après ton départ hier soir. Elle ne s'est pas excusée. Elle ne s'est pas sentie mal. Elle a dit qu'elle avait enfin eu le courage de mettre fin aux choses et qu'elle se sentait libre. Ma poitrine se serra. J'ai quitté le groupe de discussion après ça, continua Alix. J'ai dit à Émilie ce matin que je ne pouvais pas être amie avec quelqu'un qui traite les gens de cette façon.
Elle m'a traité de traîtresse. Chloé et Manon sont en colère contre moi aussi. Mais je m'en fiche maintenant. Je voulais que tu saches que tout le monde ne trouvait pas que ce qui s'était passé était acceptable. Je regardais cette femme que je connaissais à peine, qui avait risqué ses amitiés pour me dire la vérité. Et je sentis quelque chose changer. Pas exactement mieux, mais moins seul. Merci, dis-je, de me l'avoir dit, d'avoir été honnête. Je suis désolé que cela soit arrivé, dit-elle. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Elle m'a parlé plus en détail du schéma d'Émilie, comment elle avait fait des choses similaires à ses précédents petits amis, bien que jamais de manière aussi publique. Comment Chloé et Manon encourageaient ses pires impulsions au lieu de la recadrer. Comment Alix était restée amie avec elle par habitude, par histoire, mais avait réalisé qu'elle n'aimait plus les personnes qu'elles étaient devenues. Quand nous sommes partis, Alix me donna son numéro. Si jamais tu as besoin de parler ou si tu as des questions, n'hésite pas. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux entendre parler, mais l'offre tient. Je la remerciai encore et rentrai chez moi. Cette nuit-là, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'appelai mon frère aîné, David. Mise à jour 2. David vit à 3 heures de route avec sa femme et ses 2 enfants. Nous sommes proches, mais nous ne parlons pas beaucoup de nos sentiments. Nous parlons de sport, de travail, de blagues de papa. Alors, quand je l'ai appelé un samedi soir en disant « J'ai besoin de conseils », j'ai pu entendre la surprise dans sa voix. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Je lui ai tout raconté, la relation, le bar à vin, l'humiliation, la conversation avec Alix. Je m'attendais à ce qu'il se mette en colère pour moi. Peut-être qu'il me dise qu'Émilie était une crapule et que je devrais l'oublier. Au lieu de cela, il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Comment te sens-tu en ce moment ?» Je ne sais pas, avouai-je, confus, blessé, en colère, embarrassé. Tout cela est logique, dit-il. Tu t'es fait prendre par surprise. C'est brutal, mon vieux. Je suis désolé. Je n'arrête pas de rejouer la scène dans ma tête, dis-je. J'essaie de comprendre ce que j'ai fait de mal, ce que j'ai raté. Tu n'as rien fait de mal, dit David fermement. Que quelqu'un te traite mal n'est pas le reflet de ta valeur. C'est le reflet de la leur. Tout le monde l'a vu, pourtant. Ses amis, d'autres personnes au bar. Je suis resté là comme un idiot. Tu n'es pas resté là comme un idiot. Tu es parti avec dignité. Cela demande de la force. Il marqua une pause. Écoute, je ne t'ai jamais raconté ça, mais quelque chose de similaire m'est arrivé à l'université. La fille avec qui je sortais depuis près d'1 an a rompu avec moi lors d'une fête, devant tout le monde. Elle m'a dit que j'étais ennuyeux et qu'elle voyait quelqu'un d'autre depuis tout ce temps. Sérieusement? Oui. J'étais dévasté. J'ai passé des semaines à me demander ce qui n'allait pas chez moi. J'ai arrêté de sortir. Mes notes ont chuté. Finalement, l'un de mes colocataires m'a assis et m'a dit, « Tu la laisses gagner 2 fois. Elle t'a fait du mal une fois. Maintenant, tu te fais du mal toi-même. » J'ai assimilé cela. Je ne dis pas de passer à autre chose rapidement, continua David. Tu as besoin de temps pour digérer, mais ne laisse pas cela te définir. Ne la laisse pas te prendre plus que ce qu'elle a déjà fait. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Il m'a raconté comment il avait fini par surmonter sa propre peine de cœur. Comment il avait rencontré sa femme 2 ans plus tard, comment cette relation universitaire lui avait appris ce qu'il ne voulait pas. Au moment où nous avons raccroché, je me sentais plus léger. Pas réparé, mais plus léger. Les jours suivants furent difficiles. J'ai pris mon lundi de congé, suis resté trop longtemps au lit, commandé à emporter, regardé des émissions de télévision sans intérêt, me suis permis de ressentir tout ce que j'avais refoulé. Mardi, je me suis forcé à aller à la salle de sport. Mercredi, je suis retourné au travail. Mes collègues ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Ma patronne, Carole, m'a pris à part après une réunion. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Tu sembles distrait. »« Des choses personnelles, dis-je. »« Ça va. » Elle m'étudia un instant. « Rupture ?» J'ai hoché la tête. « Prends le temps qu'il te faut, dit-elle. Et si tu as besoin de parler, ma porte est ouverte. J'ai eu ma part de chagrin d'amour. C'est pénible,
mais on s'en remet. Cette simple reconnaissance m'a aidé plus que je ne l'avais imaginé. Le jeudi, je fonctionnais à nouveau. Pas super bien, mais fonctionnel. J'allais à la salle de sport tous les matins avant le travail. J'ai recommencé à préparer mes repas à l'avance. J'ai appelé mes parents et leur ai dit qu'Émilie et moi avions rompu. Ma mère voulait des détails, mais je suis resté vague. Mon père a juste dit tant pis pour elle et a changé de sujet pour parler de football. Je l'ai aimé pour cela. Le vendredi après-midi, Alix m'a envoyé un message. Comment vas-tu? J'ai répondu, mieux, un jour à la fois. C'est bien. Je suis fier de toi. C'était étrange à dire. Elle me connaissait à peine, mais d'une certaine manière, cela comptait. Elle ajouta, j'ai commencé à voir un thérapeute cette semaine. Je réalise que j'ai mes propres problèmes à régler. Je me suis dit que si je devais dénoncer les comportements toxiques, je devais aussi m'occuper de mes propres schémas. C'est génial, ai-je tapé. Il faut du courage pour faire ça. Tout comme ce que tu fais, avancer au lieu de rester bloqué dans la colère. Est-ce que j'avançais? Je n'étais pas sûr, mais j'essayais. Mise à jour 3. 2 semaines après l'incident du bar à vin, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais au supermarché un dimanche après-midi, hésitant entre différentes marques de pâtes, quand j'entendis une voix derrière moi, Antoine. Je me retournai. Émilie se tenait là avec un panier d'achat, l'air plus petite que dans mes souvenirs. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air d'avoir pleuré récemment. Mon premier instinct fut de m'éloigner. Mon second fut de dire quelque chose de cruel. Je ne fis ni l'un ni l'autre. Émilie, dis-je d'un ton neutre. On peut parler, demanda-t-elle. S'il te plaît, juste une minute. Chaque partie de moi voulait dire non, mais la curiosité l'emporta. D'accord. 1 minute. Nous nous sommes écartés du rayon. Elle posa son panier et croisa les bras autour d'elle. Je suis désolée, dit-elle doucement. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. Je n'attends pas de toi que tu me pardonnes. J'avais juste besoin que tu m'entendes le dire. J'attendais. J'ai suivi une thérapie, continua-t-elle, essayant de comprendre pourquoi je fais les choses que je fais. Mon thérapeute dit que j'ai ce schéma de repousser les gens quand ils deviennent trop proches. Quelque chose à propos de la peur de l'abandon découlant du divorce de mes parents. Cela n'excuse pas ce que j'ai fait. Rien ne l'excuse. Mais je voulais que tu saches que ce n'était pas à cause de toi. Tu étais incroyable. Tu étais tout ce que j'aurais dû vouloir. Mais tu n'en voulais pas, dis-je. Si, j'en voulais. C'est ça qui m'a fait peur. Ses yeux se remplirent de larmes. Quand tu m'as présenté à tes parents, j'ai paniqué. Cela semblait trop réel, trop permanent, et au lieu de t'en parler comme une adulte, j'ai tout saboté de la pire façon possible. J'étudiais son visage. Elle avait l'air sincère, brisée même. Il y a un mois, cette conversation m'aurait anéanti. Maintenant, je me sentais juste fatigué. J'apprécie les excuses, dis-je, mais cela ne change rien. Je sais. Tu m'as humilié devant tes amis. Tu m'as fait me sentir sans valeur. Et selon Alix, tu ne t'es même pas senti mal après coup. Émilie tressaillit. Si, je me sentais mal. C'est juste que je ne savais pas comment l'admettre, alors j'ai fait semblant de ne pas m'en soucier. Je suis très doué pour faire semblant. Je peux le dire. Nous restâmes là dans un silence inconfortable. Tu vois quelqu'un, demanda-t-elle. Ce n'est plus tes affaires. C'est vrai. Désolé. Elle s'essuya les yeux. Je veux juste que tu saches que tu ne méritais pas ce que j'ai fait. Tu étais un bon petit ami, une bonne personne. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui appréciera cela. J'espère que tu trouveras ce que tu as à trouver, dis-je, et je le pensais. Non pas parce que je voulais me réconcilier, mais parce que m'accrocher à la colère était épuisant. Émilie hocha la tête, prit son panier et s'éloigna. Je restai là un instant, digérant ce qui venait de se passer. Puis je pris mes pattes et continuai mes courses. Cette nuit-là, j'appelai David de nouveau. Elle s'est excusée, lui dis-je. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Cela semblait sincère,
mais cela semblait aussi trop tard. C'est probablement trop tard, dit David. Mais au moins elle l'a reconnu. Certaines personnes ne le font jamais. Tu penses que les gens peuvent changer? Peut-être avec un vrai travail et un vrai engagement, mais ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité est envers toi-même. Il avait raison. Mise à jour 4. Un mois passa, puis un autre. La vie commença à retrouver son cours normal. J'ai été promu au travail. Rien d'énorme, juste un poste de consultant senior, mais cela s'accompagnait d'une augmentation et de plus d'autonomie. J'ai commencé à participer à un match de basket informel hebdomadaire au centre sportif municipal. Je me suis fait de nouveaux amis. L'un d'eux, Marc, travaillait dans la construction et avait ce genre de personnalité directe que j'appréciais, pas de chichi, pas de sous-entendu, juste des conversations honnêtes. Je suis aussi resté en contact avec Alix. Nous nous rencontrions pour un café toutes les 2 semaines. Elle me tenait au courant de ses progrès en thérapie. Je lui parlais du travail et des matchs de basket. C'était agréable d'avoir une amitié sans drame. Un soir de fin de printemps, près de 3 mois après tout ce qui s'était passé, Alix et moi nous sommes rencontrés dans un autre café. Elle semblait enthousiaste à propos de quelque chose. J'ai rejoint un groupe de randonnée, annonça-t-elle. J'ai rencontré des gens vraiment super. C'est incroyable de sortir de mon cercle habituel, de rencontrer des gens qui ne connaissent pas l'ancien moi. C'est génial, dis-je sincèrement. Et j'ai réfléchi, continua-t-elle. Le groupe fait une grande randonnée le mois prochain dans les montagnes. C'est un week-end. Camping, feu de camp, tout le tralala. Tu devrais venir. Je ne sais pas, aller. C'est la dernière fois que tu as fait quelque chose complètement en dehors de ta zone de confort? En plus, il y a quelqu'un dans le groupe avec qui je pense que tu t'entendrais bien. Je levai un sourcil. Tu essaies de me caser. Peut-être. Elle s'appelle Rachel. Elle est graphiste. Elle adore les films de science-fiction. Elle a un grand sens de l'humour. Pas de pression, cependant. Viens juste pour la randonnée. Si vous accrochez, super. Sinon, tu auras passé un week-end amusant. J'y ai réfléchi. L'ancien moi aurait dit non immédiatement. Aurait dit que je n'étais pas prêt. Mais quelque chose avait changé au cours des derniers mois. J'avais passé tellement de temps à guérir, à digérer, à reconstruire. Peut-être était-il temps de revivre vraiment. D'accord, dis-je. Je viendrai. Alix sourit. Tu ne le regretteras pas. La randonnée fut incroyable. Le groupe comptait environ 12 personnes, de tous âges et horizons, toutes vraiment gentilles. Et Rachel Alix avait raison. Nous avons accroché immédiatement. Elle était drôle et vive, avec un humour autodérisoire qui me mettait à l'aise. Nous avons fini par parler près du feu de camp jusqu'à 2 heures du matin, discutant de tout, de nos films préférés à nos pires histoires de relations. Je lui ai parlé d'Emily. Pas tous les détails, juste les grandes lignes. Elle écouta sans jugement. On dirait que tu as bien géré ça, dit-elle, partir avec dignité. Faire le travail de guérison. Cela demande une maturité émotionnelle. Je n'avais pas beaucoup le choix, dis-je. Tu as toujours le choix. Tu aurais pu devenir amer, te fermer. Au lieu de cela, tu es ici, à la montagne, à tenter de rencontrer de nouvelles personnes. C'est courageux. Je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. Nous avons échangé nos numéros ce week-end-là, avons commencé à nous envoyer des messages, nous sommes rencontrés pour dîner une semaine plus tard, puis un autre dîner, puis un film. J'ai pris soin de ne pas précipiter les choses, de ne pas projeter mon passé sur cette nouvelle connexion. Rachel était patiente, compréhensive. Elle avait vécu son propre chagrin et savait ce que c'était que de reconstruire la confiance. Dernière mise à jour. Cela fait presque 1 an depuis cette nuit au bar à vin. 1 an depuis qu'Emily a prononcé ces mots qui semblaient devoir me définir à jamais. Ils ne le font plus. Je suis toujours avec Rachel. Nous avons pris notre temps, mais notre relation est solide. Elle a rencontré mes parents le mois dernier. Ma mère l'adore. Mon père a dit qu'elle dégageait une bonne énergie. La même chose qu'il avait dite à propos d'Emily, ce qui m'a rendu nerveux au début. Mais Rachel n'est rien comme Emily.
Elle est constante. Elle est gentille. Elle communique. Quand elle a peur ou est incertaine de quelque chose, elle me le dit au lieu de tout saboter. J'ai revu Émilie une dernière fois il y a environ 2 mois. J'étais dans un café avec Rachel et Émilie est entrée avec quelqu'un, un homme que je ne reconnaissais pas. Nos regards se sont croisés. Elle m'a fait un petit sourire triste. J'ai hoché la tête en retour. C'était tout. Pas de conversation, pas de drame, juste 2 personnes qui se connaissaient autrefois, allant dans des directions différentes. Alix va très bien. Elle est en couple maintenant aussi, avec quelqu'un qu'elle a rencontré via le groupe de randonnée. Nous nous retrouvons toujours pour un café, mais moins fréquemment maintenant que nous avons toutes les 2 des vies bien remplies. Elle m'a dit récemment que quitter son ancien groupe d'amis était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Elle est plus légère maintenant, plus heureuse. Je pense parfois à cette nuit-là. L'humiliation, la douleur, le sentiment que je ne m'en remettrai jamais. Mais je m'en suis remis, non pas parce que j'ai pris ma revanche ou que j'ai fait ressentir à Émilie autant de mal qu'elle m'en a fait. Je m'en suis remis parce que je l'ai choisi. Parce que j'ai fait le travail. Parce que je me suis entouré de gens qui se souciaient vraiment de moi. Mon frère David avait raison. Émilie m'a blessé une fois. Je ne l'ai pas laissé me blesser 2 fois en restant bloqué. Je ne ferai pas semblant que ce fut facile. Il y a eu des jours sombres. Des jours où je ne voulais pas sortir du lit. Des jours où je me suis remis en question sur tout. Mais ces jours sont passés. Et de l'autre côté se trouvait une vie que j'avais construite intentionnellement avec des gens qui m'appréciaient. On m'a demandé récemment si j'avais pardonné à Émilie. Je ne sais pas si le pardonner est le mot juste. J'ai abandonné la colère. J'ai accepté que ce qui s'est passé en dit plus sur l'étape de sa vie que sur ma propre valeur. J'espère qu'elle va mieux. J'espère que sa thérapie l'a aidée. Mais que ce soit le cas ou non, ce n'est plus mon problème. Je suis concentré sur ma propre vie maintenant, sur Rachel, sur ma carrière, sur les amitiés que j'ai construites, sur le fait d'être le genre de personne dont je suis fier. Cette nuit au bar à vin m'a appris quelque chose d'important, la façon dont quelqu'un vous traite dans votre pire moment vous dit tout ce que vous devez savoir. Émilie m'a montré exactement qui elle était. Et je me suis montré que je pouvais survivre à cela, en tirer des leçons et construire quelque chose de mieux. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la croissance. Première modification. On m'a demandé si j'avais un jour compris pourquoi Émilie avait agi de cette façon au bar à vin spécifiquement. Honnêtement, je ne le saurais jamais entièrement. Ma meilleure supposition, basée sur ce qu'Alix a dit et l'aveu d'Émilie elle-même, est qu'elle a paniqué en voyant à quel point les choses devenaient sérieuses et a choisi l'option nucléaire. Certaines personnes rompent discrètement. Elle a choisi le chaos. C'est de sa faute, pas la mienne. Deuxième modification. Quelques personnes ont mentionné qu'Alix semblait être une personne formidable pour avoir tendu la main. Elle l'est vraiment. Peu de gens risqueraient leurs amitiés pour faire ce qui est juste. Je lui suis reconnaissant de l'avoir fait. Notre amitié a été l'une des bonnes choses inattendues qui sont ressorties de tout cela. Troisième modification. Pour quiconque traverse une situation similaire, donnez-vous du temps. Ne précipitez pas le processus de guérison. Parlez aux personnes en qui vous avez confiance. Envisagez une thérapie si vous en avez besoin. Concentrez-vous sur la reconstruction de votre estime de soi et sachez que la façon dont quelqu'un vous traite n'est pas le reflet de votre valeur. Vous allez vous en sortir. Je le promets.